Merci beaucoup. Peut-être juste avant de commencer, en espérant que la page 3/4 que j'ai écrite ne dépasse pas trop le temps que l'on a, je voudrais peut-être juste faire 2 remarques ou 2 citations. La première, c'est en entendant ce que vient de dire Patrick, qui parlait du cercle proprement humain, d'une parole partagée. Et pour revenir sur une sorte de mouvement que j'ai eu hier quand quelqu'un a dit, enfin c'était très bien de le dire et c'était très notre désir allait vers là, que être ici tous ensemble, c'était continuer à parler avec Pachet, ou le lire, c'était continuer à parler avec lui. Et il me semble que là, il faut pas croire être consolé. Martin Rueff hier a cité le texte qui est extraordinaire, Électre parle aux morts, que Patrick a commenté lors de la toute dernière séance du séminaire, où justement Pierre fait une distinction cruelle entre parler avec et parler à. Parler aux morts, dit-il, c'est parler à leur non-oui. Penser aux morts, c'est penser à leur non-vie. Et il y a là quelque chose d'un obstacle supplémentaire à la consolation qui fait que de paroles partagées, il ne peut plus y en avoir qu'entre nous. Et puis la deuxième chose, puisque en fait je vais parler effectivement de colère, mais je vais essayer de parler d'une colère qui se noue à la faculté d'attention. Juste, je suis tombée hier en lisant un mémoire de master sur une citation très, très forte de Benjamin qui parle de Kafka et qui me semble pouvoir résonner avec ce que je vais essayer de dire à propos de Pierre. Si Kafka n'a pas prié, et nous ne le savons pas, du moins possédait-il, au plus haut degré, ce que Malebranche appelle la prière naturelle de l'âme, c'est-à-dire la faculté d'attention. Et j'ai beaucoup aimé ce que Florence a dit tout à l'heure. Il rendait ses interlocuteurs conscients de leurs approximations, de leur flou. Ouais, ça faisait honte aussi, parfois, de parler avec Pachet. Ça rendait honteux tout en étant heureux d'avoir affaire à ça. Le genre irritable, donc, parce que j'ai reçu de Pierre un certain rapport à la colère, une sorte d'amour ou d'élan mêlé de gravité pour une certaine sorte de colère. Pierre Pachet a pensé la colère dans le beau collectif qu'il avait mis en œuvre pour les éditions Autrement, La colère, arme des faibles, instrument des puissants. Il a observé la colère, il l'a soufferte, il l'a soutenue, il l'a même attisée, évidemment, en lui-même, avec ce goût pour les écrivains en colère et pour les scènes méchantes, la peur, le complot, la tyrannie, le sacrifice. Et il en a à jamais, il me semble, transformé la coloration ou la signification. Et ce que j'aimerais, c'est honorer chez lui une alliance surprenante, mais aussi très entraînante et bonne, une alliance surprenante d'attention et de colère, une colère envers les bâclages et les inattentions, une colère éprise de justesse, un emportement contre toutes les rapidités de jugement, d'évaluation ou d'expression. Belle colère en effet que celle qui a pour principaux ennemis les inattentifs ou les bâcleurs, ceux qui ne voient pas la différence, ceux qui ne voient pas le problème, ceux qui ne voient pas les différences, celles dont Baudelaire savait qu'elles exigeaient ce qu'il appelait un œil d'aigle, mais qu'elles réclamaient aussi tyranniquement l'attention et la présence du regardeur, pour qui voir sera toujours sacrifié, distingué. Et encore ceux à qui ça ne fait rien, les négligents, belle colère donc que celle où ce qui est blessé chez le coléreux, chez l'irrité, c'est l'exigence d'attention, de vigilance, c'est-à-dire de justesse et de justice. Comme Edgar Poe, rappelé et traduit par Baudelaire, toujours lui, celui dont Pierre a montré qu'il nouait au cœur de l'expérience moderne de l'individualité, perception et sacrifice, comme Poe donc, qui écrivait ceci « Genus irritabile vatum », que les poètes soient une race irritable,
traduit par Baudelaire. Que les poètes soient une race irritable, cela est bien entendu. Mais le pourquoi ne me semble pas aussi généralement compris. Les poètes voient l'injustice jamais là où elle n'existe pas, mais fort souvent là où des yeux non poétiques n'en voient pas du tout. Ainsi, la fameuse irritabilité poétique n'a pas de rapport avec le tempérament, compris dans le sens vulgaire, mais avec une clairvoyance plus qu'ordinaire relative au faux et à l'injuste. Cette clairvoyance n'est pas autre chose qu'un corollaire de la vive perception du vrai, de la justice, de la proportion, en un mot du beau. Mais il y a une chose bien claire, c'est que l'homme qui n'est pas au jugement du commun irritabilis n'est pas poète du tout. Et Pachet a dit quelque chose dont il était aussi animé, affamé même, et qui requiert tellement, que la colère est ce moment à la fois explosif et aimant, où ce qui est tenu pour peu, ce qui est négligé, ce qui est saccagé, c'est justement ce à quoi je tenais le plus. La colère me dit même, et c'est parfois une surprise, ce à quoi je tiens, ce pourquoi je suis prête à m'engager, à entrer dans l'arène des conflits et des justifications. Et c'est, pour moi en tout cas, la leçon la plus frappante du collectif d'Autrement, l'insistance pour nouer colère et valeur. Faire de la colère une émotion de la valeur, un signe, un stigmate même de ce à quoi l'on tient et d'à quel point on tient à ce à quoi on tient. La colère est un jugement, la colère est une pensée, en tout cas elle peut l'être. La colère n'est pas en effet en soi un bien, il y a des colères de tyrans, il y a des colères de puissants, mais elle est le signe de ce qui m'est un bien, elle est ce moment où se révèle ce que j'ai besoin de protéger pour préserver mon amour de la vie. Belle colère que celle qui peut alors tenter de se dire aussi dans la patience et dans le doute, dans le scrupule, colère méconnaissable, comme le disait Michaud dans Poteau d'angle, je cite, « Le sage transforme sa colère de telle manière que personne ne la reconnaît, mais lui, étant sage, la reconnaît parfois. » Une colère critique et scrupuleuse, donc une colère décidément à force d'attention. Alors ce nouage entre colère et valeur, colère et jugement, colère et pensée, même, c'est une direction qui va d'abord contre l'évidence, puisque la colère, et Pachet le rappelle dans sa très longue introduction, très forte introduction au collectif, la colère est réputée être une passion mauvaise, désarmante, la passion vulgaire par excellence, le visage même de l'impuissance. La colère déforme les traits, elle enlaidit. Elle a été le premier repoussoir de la philosophie, contrevenant à l'éthos du philosophe, dont la puissance est une puissance de maîtrise, notamment éthique. Et elle a été aussi, dans la tradition antique, le repoussoir de la médecine. C'est la passion la plus laide, celle qui rend laid, comme si quelque chose de l'humain s'oubliait de fait dans la colère. Mais, rappelait aussitôt Pachet, aux origines de la sensibilité politique moderne, entre le XVIe et le XIXe siècle, la colère a trouvé une nouvelle place. Elle n'apparaît plus seulement comme une forme d'oubli, oubli de soi, oubli de la maîtrise, oubli de la dignité, oubli de la mesure, mais au contraire comme une force de manifestation et de jugement, la manifestation d'une idée et par là l'affirmation d'une valeur et même d'une théorie de la justice. Chacun, écrivait Sénèque dans De la colère, porte en lui un cœur de roi. C'était une expression qui intéressait beaucoup Pachet. Ce cœur de roi, c'est le thumos, qui désigne dans le corps le lieu de l'ardeur bouillonnante et impétueuse. Cette ardeur-là est en chacun l'aptitude à commander, mais aussi l'aptitude à s'indigner contre l'injustice et la dégradation, à faire face à l'ennemi ou à défier l'ordre du monde. Et Pierre a souligné que le déclenchement de la colère est justement sous la dépendance de ce cœur de roi que chacun porte en soi. C'est une instance belliqueuse qui veille sur l'individu, défend ses intérêts, réagit aux atteintes. Belliqueuse parce que sa fonction n'est pas seulement de défendre la dignité du sujet, mais de la faire respecter en surréagissant, en décourageant les tentatives de la mettre en cause, en se tenant donc à l'affût. La colère est en effet à l'affût. Elle aussi est vigilante, surveillante,
À partir du moment où elle a été alertée, elle guette, elle cherche des occasions, quitte à en exagérer la gravité. C'est une chose qu'on connaît jusque dans les relations les plus aimantes et les plus intimes, cet affût à ce qui va nous irriter. Aux aguets, à l'affût, veillante, surveillante, c'est toute l'affaire pour Pachet. De là ce nouage entre colère et attention, une colère contre les inattentifs, je disais, mais aussi contre l'inattentif en moi, le bâcleur, se relâcher, se fatiguer, qui pourtant doit aussi susciter ma tendresse et ma bienveillance. Le bâcleur aussi mérite mon attention. Négliger, c'est encore une allure de la vie et une façon d'être homme. Donc il y avait tout ça dans l'irritabilité de Pierre, quelque chose comme un rappel au sérieux du réel, l'honneur du réel, tu disais tout à l'heure, l'honneur de la réalité. Donc quelque chose comme un rappel au sérieux du réel, l'attention, l'exigence, la patience, la tenue, la réquisition constante de la conscience. Et pourtant, évidemment, on l'a déjà dit, une impatience, un abandon au désir, aux tendresses ou aux détestations, aux contradictions. Et puis encore une légèreté, une ironie, des caprices, des cruautés. Et dans tout ça, j'entends quelque chose comme une loyauté dans la considération du pluriel du réel, un sérieux absolu dans la considération de ce pluriel des raisons d'être, des motifs à vivre, des façons d'être homme. Il n'était jamais fatigué d'aller y voir, de s'attacher, de s'émouvoir, le regard alerté par le moindre des surgissements, ce surgissement qui fait l'individu, dans son irritation et sa minceur, que cet individu soit un homme, une œuvre ou une idée. Le regard et la pensée alertés par le moindre des déplacements, la moindre des bifurcations, des dissemblances, des métamorphoses, jusque dans la mobilité des visages regardés depuis la fenêtre, quand le voyage ne s'offrait plus. Son âme donc tout en attention, en considération, en égard. Et il rappelait, je n'ai jamais plus pu retrouver la source de cette citation, qu'il ne devrait pas suffire que les êtres soient fragiles, qu'il faudrait qu'ils soient, que nous soyons faits de verre, pour que nous nous rapportions comme il le faut les uns aux autres. Et pourtant, une âme vraiment féroce aussi, dans sa vigilance, aux aguets faisait droit à ce qu'il appelait cette cruauté du regard, je cite, « Une torsion est à l'œuvre, une contamination peut-être, qui oblige l'observateur de la violence à reconnaître en lui-même une inquiétante frénésie. Je dois en convenir, violence et cruauté sont en effet plus qu'un bruit venu de l'extérieur parasiter mes réflexions. Elles les ont souvent suscitées, voire animées, se sont reflétées en elles. Une âme donc qui se surveillait constamment, mais qui se surveillait à la mesure où elle était grande ouverte, libre, vacante, âme aux aguets, donc âme fouisseuse, âme à antenne, âme blessable, touchable à l'infini, surprenable, âme à refus, à débordement, âme à colère, décidément. Et il faudrait être toujours ainsi blessable, impatient à force de patience, en colère à force de vigilance ou d'amour, ne pas se dépêcher de dire, d'avoir vu ou de reconnaître, mais s'efforcer toujours de recevoir quelque chose du dehors et de sa multitude. Avec Laurent, on a fait un entretien avec Pierre il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, autour de Baudelaire avec Pierre et Michel Deguy. Et Pierre a dit avec insistance cette chose que ce qui chez Baudelaire lui plaisait le plus, lui importait le plus, c'était que Baudelaire savait recevoir quelque chose de la multitude. Recevoir quelque chose de la multitude. Donc s'efforcer de toujours recevoir quelque chose du dehors et de sa multitude, comme Michaud, comme Baudelaire, comme Pachet. Voilà.